Salut YouTube, on se retrouve pour un nouveau café normand. Aujourd'hui, on va parler de politique outre-Rhin. On va parler des élections générales qu'il y a eu en Allemagne. Donc un café normand peut-être qui sera un peu plus court que ce que j'ai l'habitude de faire, tout simplement parce qu'en fait je suis malade et que je ne sais pas combien de temps ma voix va me porter. Donc pour le coup, j'ai prévu des ressources diverses et variées pour à la fois que vous ayez différents points de vue, plein d'explications et bref, tout ce qu'il faut pour comprendre le système politique allemand. Donc grosso modo des vidéos et puis un article pour bien comprendre un petit peu ce qu'il se passe avec l'explication du système politique dans son ensemble, avec un focus sur les résultats qu'il y a eu dimanche dernier, donc grosso modo à peu près une semaine au moment où sortira cette VOD. Voilà. Si le format du café normand te plaît, YouTube, n'hésite pas à liker, à commenter, à t'abonner, à mettre la cloche et bien sûr à partager en parlant autour de toi. Voilà. Allez, on perd pas plus de temps. Toc, j'arrête la musique et donc on va y aller. On va parler du système politique allemand. Et avant toute chose, je vais vous inviter sur YouTube à prendre comment dire, votre clavier et à préparer un commentaire pour dire, vous, ce que vous savez d'emblée sur le système politique allemand. Bonjour Laura Dioutou, bienvenue sur ce café normand. Aujourd'hui, on discute politique et on fait on réagit aux résultats des élections en Allemagne. Donc YouTube, disais-je, je vais t'inviter à prendre ton clavier et à écrire dans les commentaires ce que tu sais de prime abord sur le système politique allemand. Et comme ça, tu pourras publier ton commentaire à la fin en disant, eh ben voilà ce que je sais, voilà ce que j'ai appris, pour quantifier un petit peu les choses que tu as appris. C'est un petit tips de formateur, moi, que j'aime bien appliquer, qui est assez rigolo. Voilà. Et on va regarder la VOD tout de suite après. Voilà, on va reprendre et on y va. On est parti pour la vidéo. Hop. Donc d'abord une petite vidéo pour comprendre dans l'ensemble un petit peu comment fonctionne le système politique allemand. Faisons le point sur Ah mais Laura, je t'invite à participer dans le chat. Je t'invite même à faire comme j'ai demandé à YouTube, à mettre en commentaire ce que tu connais sur le système politique allemand, sur le système politique et électoral. Voilà, comme ça peut être intéressant de voir ce que tu sais et ce que tu vas apprendre grâce à cette capsule que je suis en train de faire. Eh bien voilà, bon bah déjà, système allemand, rien. Eh bien écoute, il y a plein de choses à apprendre et on va y aller étape par étape. les principales caractéristiques du système politique allemand. L'Allemagne est une république fédérale composée de 16 Länder. À la différence des régions françaises, ils fonctionnent comme des petits États et sont autonomes dans des domaines tels que la justice, la police, l'éducation ou la culture. C'est ce qu'on appelle, et ça a été écrit, le fédéralisme. Nous sommes une république une et indivisible, nous sommes une république centralisée. À l'inverse, il y a des régimes politiques qui sont ce qu'on appelle décentralisés, c'est-à-dire que la majorité du pouvoir n'est pas détenue par un État central, mais par des régions déléguées. C'est le cas pour les États-Unis, c'est le cas pour l'Allemagne, c'est le cas pour d'autres pays. Et donc, il y a une vision complètement différente du pays quand un État est centralisé que quand un État est décentralisé. 16 Länder, donc 16 régions. En fait, oui, c'est comme ça qu'on appelle les régions en Allemagne. Il y en a 16 Länder, un Land, des Länder, qui ont des pouvoirs très importants au niveau du fédéralisme allemand. Chaque land dispose d'un gouvernement propre, d'un parlement, appelé le Landtag, et d'une constitution. Donc on voit la différence avec nous, notre système. Oula, j'ai un peu de mal. Oh là là, ouais, ça galère un petit peu. Tac. On voit, nous, la différence avec notre État centralisé, mais avec des politiques de décentralisation, puisque si on dispose bien d'un gouvernement régional, entre guillemets, avec un exécutif régional qu'on a dans toutes les régions, départements, pardon, dans les régions et dans les DROMCOM, départements, régions d'outre-mer et collectivités d'outre-mer, on a bien une sorte de parlement régional aussi, avec les conseils régionaux, mais
Les régions n'ont pas de constitution. On a une constitution qui est celle de la France. Il n'y a pas de constitution à l'échelle de chaque région. C'est là la différence entre le fédéralisme et le centralisme. Constitution. Cette structure décentralisée leur donne par ailleurs une identité culturelle et régionale particulièrement forte. Voilà, il y a l'idée que on est plus citoyen d'un Länder que d'un État fédéral, un petit peu comme aux États-Unis. Si vous demandez à un Américain ce qu'il est, il va vous répondre qu'il est américain, mais il va vous répondre aussi de quel État dans les États-Unis il vient. Nous, en France, quand on nous dit qu'est-ce que vous êtes, on dit généralement je suis français. Et c'est après, bien plus tard, qu'on va dire, ou si on a des appétences, comment dire, à être un petit peu chauvin, que là on dira ah bah oui, moi je suis occitan, je suis poitevin, je suis appétence à un intérêt, euh, une passion, on va dire. Euh, Mais t'inquiète, faut pas hésiter justement à me poser des questions, comme ça me permet d'expliquer. Salut Guillaume. Ah, il y a le Speedon à côté, d'accord, ok. Ah, je me disais, c'est vrai que c'était tranquille pour un vendredi après-midi sur Twitch, mais donc il y a le Speedon. Eh bien, merci à toi. On est sur le système politique allemand. Voilà. 3 villes, Berlin, Hambourg et Brême, ont elles-mêmes un statut de land et sont des cités-États. Voilà. Encore une autre particularité du système allemand, qui là est du coup hérité de l'histoire, donc je peux mettre ma casquette d'historien pour commenter ça. Ça vient tout simplement de l'histoire de l'Allemagne qui s'est formée à travers le Saint-Empire romain germanique, ou bien ce qu'il en restait. Il y avait des entités territoriales, une multitude, des milliers d'entités territoriales sur à peu près la superficie de l'Allemagne qu'on connaît aujourd'hui, qui petit à petit se sont assemblées avec le temps, mais certaines sont restées assez ancrées dans leur territoire. Brême, Hambourg et Berlin. Et donc, elles ont une concentration tellement forte que du coup, c'est devenu des régions à part entière, des villes et en même temps régions. On a pas un exemple similaire, mais qui s'en rapproche un petit peu aujourd'hui, avec la ville de Paris, qui était à la fois ville et département, et qui d'ailleurs bénéficie d'un conseil de la ville qui a les prérogatives justement du département. C'est pour ça qu'il y a des petits terrains dans une couleur différente. Oui, tout à fait. Donc en fait, Berlin, c'est une ville, oui, capitale de l'État fédéral, et en même temps, c'est un Länder. Donc il y a les institutions fédérales, mais aussi les institutions régionales dedans. Voilà, donc 16 Länder qui ne sont pas du tout de la même taille. Par exemple, là, on a la Bavière, qui est un espace très grand. Et là, alors, je crois que c'est la Sarre, mais j'en suis pas sûr, qui est une région très petite, finalement. Je crois aussi grande que le Luxembourg. Voilà, donc il y a beaucoup de particularités. On a donc Berlin, qui est une ville capitale, mais aussi Land. On a Hambourg, qui est l'un des plus grands, une plaque commerciale de l'Europe, qui est ville et land. Et on a même Brême, qui a un territoire et aussi un deuxième territoire enclavé ici, qu'on voit à peine. Mais du coup, c'est un Länder divisé en deux. Voilà, donc il y a une géographie politique très particulière en Allemagne qui nous change énormément de la géographie politique française, qui est issue de l'histoire. Le pouvoir législatif est exercé par 2 assemblées, le Bundestag et le Bundesrat. Figurez-vous que j'ai appris l'existence d'une Bundesrat il y a pas longtemps. Pour moi, j'avais toujours entendu parler de l'Allemagne avec un seul parlement, un système monocaméral, donc avec une seule chambre. Mais du coup, j'ai appris il y a pas longtemps, avec ces élections-là qui ont eu lieu dimanche dernier, de l'existence du Bundesrat, et qui, mine de rien, a son importance. Et vous allez voir pourquoi. Le Bundesrat est l'assemblée qui représente les Länder. Elle assure un rôle d'intermédiaire entre l'État fédéral, appelé le Bund, et les Länder, sur le plan législatif et administratif. Grosso modo, on pourrait trouver un équivalent en France, mais c'est vraiment forcer le trait. Ce serait le Sénat, puisque le Sénat, c'est ce qu'on appelle, nous en France, la Chambre des territoires. Les sénateurs, on ne les élit pas, ce sont
les grands électeurs de nos collectivités locales, donc des mairies, départements et régions, qui votent pour les sénateurs. Et donc, comme ce sont ces collectivités locales qui votent pour les sénateurs, eh bien, ça représente les territoires par rapport à l'Assemblée nationale, ou bien c'est l'expression de l'ensemble des citoyens qui parlent. Mais là, du coup, c'est pas tout à fait la même chose, comme va le dire la dame, puisque c'est pas les mêmes personnes, c'est pas les mêmes fonctions, c'est pas les mêmes attributions. Donc voilà, c'était histoire de faire un petit parallèle, mais franchement, enfin, il s'arrête très vite quand on commence à regarder de plus près, hein. Donc me faites pas dire que le Bundesrat, c'est le Sénat allemand, parce que c'est pas ça, hein. Mais c'est juste que ça y ressemble un peu. Il est composé de 69 membres qui sont issus des gouvernements de chaque land. Voilà, c'est vous dire à quel point c'est différent, puisque là, c'est du coup les, les gouvernements de chaque land qui s'assemblent dans une assemblée. Voilà, c'est tout simplement ça. Ce qui n'est pas ça dans le Sénat. Qu'elle dispose, selon sa population, de 3 à 6 représentants. Le Bundesrat examine en priorité des projets de loi soumis par le gouvernement et dispose d'un droit de veto pour la majorité des lois, notamment celles relatives aux intérêts des Länder. Et c'est pour ça que je dis que le Bundesrat est très, très intéressant et que c'est étonnant qu'on n'en parle pas plus que ça, parce que c'est une chambre qui a droit de veto, qui peut censurer tout projet de loi dont on a vu qui serait contraire aux intérêts des Länder, des 16 régions allemandes. Donc pour une chambre qui a quand même pas mal de pouvoir, parce qu'en plus, elle examine en priorité les textes de loi. Il faut savoir qu'en France, en général, c'est l'Assemblée nationale qui commence à étudier un texte, mais il n'y a pas d'ordre précis. Ça peut être l'Assemblée nationale comme le Sénat. En Allemagne, c'est le Bundesrat qui commence le travail législatif, puis c'est le Bundestag, l'Assemblée fédérale allemande, qui prend le relais. Donc c'est une chambre finalement très importante. Et d'en découvrir son existence, voilà, ça, je me rends compte que j'ai beaucoup de choses à apprendre. J'ai toujours des choses à apprendre et je serai toujours content d'apprendre des choses. Mais c'est le Bundestag, l'équivalent de l'Assemblée nationale française, qui est l'institution centrale du système politique allemand. Les députés, élus pour 4 ans, désignent le chancelier ou la chancelière, votent les lois et contrôlent l'action du gouvernement par le biais de séances parlementaires ou de commissions d'enquête. Donc on retrouve grosso modo les pouvoirs de notre Assemblée nationale à nous, qui est de faire la loi, de contrôler l'action du gouvernement et de l'interpeller aussi. Mais il y a une prérogative supplémentaire du Bundestag qui est d'élire le chancelier. Puisque nous, en France, c'est le président de la République qui nomme le Premier ministre et qui compose son gouvernement. En Allemagne, c'est le Bundestag qui élit son chancelier, donc son Premier ministre, sa Premier ministre. Voilà. Donc c'est quelque chose de central dans la vie politique allemande, d'autant plus que si l'Allemagne a une présidence de la République, elle n'a qu'un rôle symbolique. C'est véritablement le chancelier qui détient l'ensemble des pouvoirs de la République fédérale allemande. Le président se rapproche plus d'un rôle de roi d'Angleterre ou de roi d'Espagne, avec un titre symbolique, très peu de pouvoir et de marge de manœuvre, là où le chancelier, qui est du coup l'expression de la majorité du Bundestag, a bien plus de pouvoir et de prérogatives que même le Premier ministre en France. Les députés peuvent également destituer le chancelier avant la fin de son mandat. On appelle cela une motion de défiance constructive, à condition de former une nouvelle coalition. Oui, parce que du coup, on va le voir avec comment sont élus les représentants au Bundestag. Mais du coup, il n'y a pas un seul parti, il n'y a pas de fait majoritaire. Il y a un système de coalition. Ce sont des partis qui s'assemblent pour obtenir une majorité et pour pouvoir gouverner. Mais qui dit s'assembler pour gouverner dit qu'à un moment, il peut arriver à un point de rupture et donc que les coalitions se défassent. Dans ce cas-là, le chancelier tombe et si une nouvelle coalition ne voit pas le jour, eh bien du coup, on appelle à de nouvelles élections. Pourquoi je vous parle de tout ça? Puisque c'est précisément ce qui s'est produit ces derniers mois en Allemagne, puisque le chancelier a été désavoué par sa coalition. La coalition est tombée et donc le Parlement a été dissous. Et donc, il y a eu des nouvelles élections.
Depuis une réforme de 2023, il se compose d'un maximum de 630 députés. Mais comment sont élus les députés du Bundestag et le ou la chancelière? Et là, ça se complique. Parce que nous, en France, on a un scrutin majoritaire à 2 tours. Donc voilà, il y a 577, oui, c'est ça, 577 circonscriptions. Donc on vote pour le candidat, il y a 2 tours. Voilà, on vote pour le candidat et ça permet d'obtenir un fait majoritaire avec une assemblée où chaque député représente une circonscription. L'Allemagne arrive et dit Hold my beer, littéralement. Préparez-vous, ça va être costaud. Là si vous devez bien concentrer votre attention, si ce n'est pendant, allez, 2 minutes, c'est ces 2 minutes-là qui sont les plus importantes pour comprendre le système de vote en Allemagne. Le mode de scrutin est mixte, proportionnel personnalisé. Chaque électeur et C'est le bordel. électrice dispose de 2 voix sur son bulletin de vote. Avec la première, on vote pour un candidat de sa circonscription. Avec la deuxième, on vote pour un parti représenté par une liste de candidats appelée la Landesliste. C'est cette voix qui détermine l'équilibre global des forces en présence au Parlement. Afin d'éviter la fragmentation du Parlement et de faciliter la formation du gouvernement, seuls les partis qui dépassent le seuil des 5% des voix et les candidats élus directement dans leur circonscription accèdent au Bundestag. Lors de la législature de 2021... Ah, mais il ne rentre pas plus que ça dans le détail. Bon, en gros, vous l'avez compris, les Allemands, ils votent 2 fois. Ils ont 2 fois le droit de vote. Ils ont le droit de vote dans leur circonscription et ils ont le droit de vote à l'échelle nationale. J'ai bien fait de préparer une deuxième vidéo parce que du coup, ils sont allés assez vite là-dessus, alors que pourtant, c'est très important. Mais ouais, vous allez voir, c'est un gros morceau pour comprendre un petit peu les équilibres qui se composent. Et donc là, on va parler de la coalition au pouvoir. 2021 à 2025, le Parlement comptait ses partis. Le Parti social-démocrate, SPD, l'Union chrétienne-démocrate, CDU. Là, c'est dans l'ordre de poids en termes de sièges que c'est listé. Le premier parti arrivé en tête aux élections, c'était le SPD, le Parti social-démocrate. Et ensuite, et d'ailleurs, ce sont les 2 grands partis de la vie politique allemande depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, et même avant d'ailleurs. Enfin, pas tout à fait, mais voilà, je me comprends. Ce sont les 2 partis qui forment la base de la vie politique allemande depuis le sortir de la Seconde Guerre mondiale. Nous, en France, on a eu le Parti socialiste et LR, bon, ça dépend, le RPR, l'UMP, LR, appelez-le comme vous voulez, il a tellement changé de nom. Voilà. Et donc, en Allemagne, on a à peu près la même chose avec le SPD et la CDU. Mais nous sommes dans un système avec beaucoup plus de partis représentés. Donc, c'est que le début. Les Verts, Bündnis 90, Die Grünen, le Parti libéral-démocrate, FDP, Oui, c'est vraiment le nom du parti, le FDP. Je suis tombé dessus, moi, quand je faisais mes études d'histoire. Et je peux vous dire que quand vous tombez sur une circulaire, dans une archive, sur une circulaire qui dit comment inviter les représentants du FDP, signée par le préfet, je peux vous dire qu'on avale son verre de travers. Hein. Extrême droite, l'Alternative pour l'Allemagne, AfD, qui est un parti nouveau, qui a été créé en 2013. Enfin, nouveau, assez récent finalement, puisque l'extrême droite, vous vous en doutez, a très mauvaise réputation en Allemagne. Et donc voilà, la progression de l'extrême droite n'est que récente. L'Union chrétienne sociale de Bavière, CSU, la gauche, Die Linke, et la gauche nationaliste, la Bündnis Sarah Wagenknecht, BSW. BSW d'ailleurs. Petit point sur la CSU. La CSU est alliée à la CDU. En fait, grosso modo, ils ne forment qu'un seul bloc au Bundestag, puisqu'en fait, la CDU, donc le Parti chrétien-démocrate, se présente dans tous les Länder, sauf en Bavière, là où la CSU se présente exclusivement en Bavière et pas dans les autres Länder. Il y a une petite logique régionale. Et donc, les 2 s'unissent une fois que les élections sont passées pour faire ce qu'on appelle le bloc CDU-CSU. C'est le même parti, hein, globalement. Voilà, ils ont les mêmes idées, les mêmes opinions, et c'est pour ça qu'ils s'unissent, en fait. C'est bien plus facile pour eux. Le résultat du scrutin ne donne en général pas de majorité absolue à un parti. Cela implique de former des coalitions. Alors, c'est même pas en général, c'est-à-dire que ce n'est jamais arrivé en Allemagne depuis 1949.
il n'y a jamais eu de majorité absolue au Bundestag. Il faut former des coalitions avec des partis, avec 2, 3, voire même peut-être 4 partis quand le score des élections est vraiment éclaté, puisque comme le chancelier est élu par le Bundestag, il est responsable devant le Bundestag. Et pour pouvoir gouverner, il doit obtenir ce qu'on appelle un vote de confiance. C'est-à-dire au moment de son investiture, il demande à l'Assemblée si on lui fait confiance. Et donc les députés disent oui, on vous fait confiance, non, on ne vous fait pas confiance. Il a besoin pour cela d'une majorité absolue pour pouvoir gouverner. Donc, s'il y a maximum 630, parce qu'en plus, il n'y a pas tout le temps le même nombre de députés au Bundestag, hein, mais voilà. Mais disons que sur un Bundestag de 630 députés, il doit recueillir l'assentiment, les voix positives de 316 élus du Bundestag pour pouvoir être en mesure de gouverner. Donc pour cela, ça implique de s'acoquiner, voilà, de coaliser tout simplement avec d'autres partis avec qui on partage des idées, des convictions, des points programmatiques pour pouvoir être en mesure de gouverner. Les négociations sont traditionnellement menées par le parti arrivé en tête aux élections et aboutissent à un contrat de coalition entre 2 ou 3 partis. Pendant la dernière période législative, c'était le SPD, les Verts et le FDP. Voilà, donc une alliance, ce qu'on appelle une tricolore, qui est assez fréquente en Allemagne. Donc on avait le Parti socialiste à gauche, le Parti vert qui est en Allemagne un peu plus dur à positionner qu'en France, mais grosso modo c'est entre le centre, c'est un peu de centre-gauche, les écologistes en Allemagne. Et le FDP, donc, qui est le parti libéral allemand, donc parti de centre. Pour que vous puissiez imaginer, c'est comme si en France, le Parti socialiste avait gagné les élections législatives, donc il y avait une majorité relative, et c'était associé à Europe Écologie Les Verts et au MoDem pour pouvoir gouverner. Voilà, pour que vous puissiez faire le pont entre les deux idées. Cette logique reflète une culture politique de la négociation et de la coopération, visant à créer une majorité stable. Oui, c'est pas comme en France où effectivement chaque parti présente son programme, défend uniquement son programme et ne veut appliquer que son programme. Voilà. En Allemagne, on a notre programme, on est élu et ensuite on voit qu'est-ce qu'on peut garder dans notre programme, qu'est-ce qu'il faut rajouter avec celui des autres. Parce que du coup, s'il faut se coaliser, bah, il y a des choses du programme qu'on est obligé d'abandonner et de prendre des bouts de programme du copain pour que la coalition tienne. Et tout le monde est au courant là-dessus en Allemagne. Tout le monde sait qu'il y a besoin de sacrifier des pans du programme pour pouvoir gouverner, puisque les Allemands sont moins attachés au programme qu'à la stabilité du gouvernement, et le personnel politique d'autant plus. Le ou la chancelière est au centre du pouvoir exécutif. C'est le chef du gouvernement. Élu pour un mandat de 4 ans, renouvelable sans limite par les députés du Bundestag. Il s'agit en règle générale du candidat du parti, qui détient le plus de sièges au sein de la coalition. Puisque du coup, c'est celui qui arrive en tête qui engage les négociations pour coaliser les autres partis autour du sien. Donc en fait, c'est en général, oui, de la coalition, celui qui a le plus de partisans qui devient chancelier. Il détermine les grandes lignes de la politique et choisit ses ministres fédéraux qui forment le gouvernement, appelé le cabinet. S'il existe bien un président de la République fédérale allemande, les pouvoirs de celui-ci demeurent essentiellement représentatifs. Voilà. Garant des institutions, il incarne avant tout une figure morale, assure un rôle de représentation et est tenu à la neutralité politique. Et là, c'est obligatoire, hein. S'il n'est pas neutre, il se met en opposition à la Constitution. Donc on peut lui reprocher au président de la République de ne pas avoir rempli sa fonction. Là où en France, le président de la République, comme il est élu, eh bien, il a un rôle qui reste politique malgré tout, puisqu'il tient un message, une ligne politique. En Allemagne, le président, d'ailleurs, je ne sais pas les modalités de l'élection du président de la République. Il me semble que c'est le Bundestag aussi qui élu le président de la République. J'ai un petit doute, j'irai vérifier. Je ferai une petite pause pour aller vérifier. Mais du coup, il doit rester neutre pour représenter l'ensemble des Allemands.
Une dernière instance essentielle au système politique allemand est la Cour constitutionnelle, qui siège à Karlsruhe. C'est l'équivalent du Conseil constitutionnel qu'on a en France. Et voyez, quand je vous dis il y a une différence fondamentale avec le fédéralisme allemand, c'est que toutes les institutions ne siègent pas dans la capitale. Le Bundestag est à Berlin et le palais présidentiel, il me semble, est à Berlin. Mais le Conseil constitutionnel est dans la ville de Karlsruhe, qui est du coup... Je ne connais pas le nom des Länder. Pourtant j'ai fait pas mal de lawgivers, donc je sais, je connais le nom des 16 Länder, mais je ne saurais pas les situer sur une carte. C'est bien dommage. Mais voilà, la banque centrale allemande, avant le passage à l'euro, était à Francfort. C'est pour ça que la BCE est à Francfort. Bref, les institutions sont éclatées sur tout le territoire. Il n'y a pas de concentration comme en France. Karlsruhe. Garante de la loi fondamentale, elle peut déclarer des lois inconstitutionnelles ou interdire un parti si elle considère qu'il menace l'ordre démocratique. Comme en France. Son influence est donc très importante. Comme en France. C'était une petite introduction au système politique allemand. Merci Pour madame. plus d'informations, consultez notre site. Oui, ça sert à rien. Autant sub directement à la chaîne, hein, vous ferez des économies. Bref, vous savez quoi, je vais faire une petite pause dans la VOD, le temps d'aller regarder comment est élu le président de la République allemand. À tout de suite YouTube. Voilà, je suis de retour et j'ai ma réponse et c'est bien ce qu'il me semblait. Le président de la République, le président fédéral, puisque c'est pas le président des Länder, le président fédéral est élu par le Bundestag pour un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. Voilà, donc c'est vraiment le Bundestag qui détient et une quantité très importante de pouvoir. Et donc, c'est pour ça que les élections fédérales allemandes sont très importantes, puisque de l'équilibre des forces du Bundestag permet de colorer la chancellerie et la présidence de la République, même si la République fédérale doit rester neutre. Maintenant qu'on a brossé un tableau un petit peu large de l'ensemble des institutions fédérales allemandes, on va se pencher plus spécifiquement, et là ça va être le moment de vous accrocher, sur le cas du Bundestag. Hop. Waouh. Tous les 4 ans, les Allemands élisent directement leurs députés au Bundestag. C'est la chambre basse du Parlement qui vote les lois, qui élit le chancelier fédéral et qui contrôle le gouvernement. L'Allemagne est divisée en 16 Länder, eux-mêmes divisés en 299 circonscriptions. Alors du coup, ce système des 299 circonscriptions, ça a changé. Hein. C'est une vidéo du Figaro qui date d'il y a 11 ans, mais c'est celle la plus pertinente que j'ai trouvée. Donc les chiffres ont changé avec la réforme de 2023. Là du coup, on est 630, je crois qu'on est à 315 circonscriptions. Le Bundestag est composé de 598 députés au minimum. 299 députés sont élus au scrutin majoritaire à un tour. Les 299 autres sont élus avec un mode de scrutin proportionnel. Voilà, c'est pour ça que le système de vote allemand, il est compliqué à appréhender parce que du coup, le nombre de députés change et les deux votes font que pour nous qui voyons ça avec nos yeux de français, c'est un bordel. Clairement, on va pas y aller par quatre chemins. C'est un bordel. Mais quand on regarde avec une loupe, plus précisément, on peut comprendre un petit peu mieux comment ça fonctionne et pourquoi le système politique électoral allemand, on pourrait, nous, s'en inspirer en France pour réformer nos institutions. Pourquoi pas ? C'est ce que l'on appelle en Allemagne le mode de scrutin proportionnel personnalisé. Le bulletin de vote d'une élection législative se compose donc de 2 parties pour 2 votes. La première voie correspond à l'élection de l'un des 299 députés élus au système majoritaire à un tour. Donc ça, c'est quand vous votez pour le député de votre circonscription, comme nous on a en France. Sauf que là, en Allemagne, c'est à un seul tour. Vous ne votez pas 2 fois. Il n'y a qu'un seul tour et c'est directement celui qui est en tête qui est élu dans la circonscription. Donc ça, on connaît. Le candidat de la circonscription qui a obtenu le plus de voix, donc selon une majorité relative, obtient un mandat direct de député au Bundestag. Voilà. Cela permet que chaque circonscription soit représentée au Bundestag par au moins un député. Donc ça, là-dessus, c'est comme en France. Donc on a la moitié du Parlement, c'est comme en France. C'est facile à comprendre, sauf que du coup, c'est juste pas à 2 tours, c'est un seul tour. Donc ça renforce la prérogative de partis majoritaires, en fait. Et bon, j'aurai l'occasion de le dire après. La seconde voie correspond à l'élection de la seconde partie des députés.
selon un mode de scrutin régional de liste proportionnelle. Donc là, on est sur un autre système de représentation. Imaginez un petit peu les élections européennes. On ne vote pas pour... Non, imaginez plutôt les élections régionales. On vote pour une liste de candidats par parti à l'échelle de la France. Et donc, chaque parti présente des candidats dans différentes régions. Et du coup, là, comment dire, c'est réparti proportionnellement. On va regarder région par région, le score que chaque parti a fait dans chaque région, et répartir les députés de l'autre moitié de façon proportionnelle au score qu'ils vont obtenir, donc région par région. Voilà. À partir des listes constituées par chaque parti dans les 16 landes. C'est ce vote qui déterminera les rapports de force dans la Chambre basse. Le système de comptage est le suivant. Toutes les deuxièmes voix sont comptabilisées au niveau national et seuls les partis ayant obtenu au moins 5% de voix peuvent avoir des sièges. Ah oui, parce qu'il y a ça aussi à prendre en compte. Parce que même si la répartition se fait à l'échelle régionale, il faut quand même atteindre au niveau national le seuil des 5% pour pouvoir avoir des élus au Parlement. Sinon, tu fais 4,98%, finito. C'est un peu comme en France, notamment pour l'élection présidentielle, on a le seuil des 5% pour avoir le remboursement des frais de campagne. Et bien là, c'est la représentativité au Parlement. Tu fais en dessous de 5%, eh bien c'est capoute. Par contre, tu fais 5,01, ah bah alors là, c'est bon. Voilà. Donc, il peut y avoir deux partis, un qui fait 4,98 et un autre 5,01. Et bien du coup, il y aura uniquement celui à 5,01 sur les deux qui sera représenté. Depuis 2009, la méthode de calcul appliquée est celle de Sainte-Lagueux-Shapers. Donc ça a changé du coup avec la réforme de 2023. Les sièges de députés sont attribués aux partis et sont ensuite redistribués dans chaque lande en fonction des résultats obtenus par chaque liste. Aux 299 sièges déjà attribués par mandat direct, on ajoute les sièges auxquels ont droit chaque parti proportionnellement au résultat du second vote. Si un parti a obtenu plus de mandats directs que de mandats attribués par le scrutin proportionnel, Ça par contre c'est toujours alors valable. l'excédent sera qualifié de mandat surnuméraire et viendra s'ajouter au nombre de députés total. C'est pour ça que du coup, le nombre de députés au Bundestag, il change tout le temps. Parce qu'il y a des partis qui ont des mandats surnuméraires. Ils ont le droit à plus de représentants parce qu'ils ont fait un meilleur score au niveau régional. Il existe aussi les mandats de compensation, qui sont une autre exception pouvant gonfler le nombre de sièges. En 2009, le Bundestag comptait 620 députés, donc 22 mandats supplémentaires. Il est compliqué avec cette procédure qu'un parti obtienne à lui seul la majorité absolue à la Chambre. Le système politique allemand se base donc sur le principe de coalition pour l'élection du chancelier Voilà, et donc la ça on a vu formation tout du à l'heure. gouvernement. Voilà. Eh bien, du coup, attendez, je retourne là. Donc, le système fédéral allemand, le système de vote, fait qu'on a à la fois un système de vote donc par circonscription, où chaque voix, permet d'élire un représentant de la circonscription. Donc ça participe un petit peu, ça se rapproche de notre système au fait majoritaire. Le fait que jusqu'à Emmanuel Macron, grosso modo, il y avait une très large majorité qui se dessinait à l'Assemblée nationale. Mais comme on mêle ça à moitié avec du scrutin proportionnel, et bien du coup, cette notion de fait majoritaire, elle est dissoute dans une assemblée en partie proportionnelle, puisque tout parti qui fait plus de 5% est alors représenté au Bundestag. Mais on n'est pas non plus dans une assemblée purement proportionnelle, puisque là, du coup, il y aurait un véritable éclatement, puisque en Allemagne, il y a des dizaines et des dizaines de partis qui se présentent aux élections. Or, il n'y a pas, des dizaines de partis représentés. Il y en a 10 à tout casser, mais pas plusieurs dizaines. Donc, du coup, en mélangeant ces deux systèmes-là, on a à la fois la représentation de la plupart des intérêts du peuple allemand qui se déplace aux urnes, et en même temps, une sorte de fait majoritaire qui peut se dessiner, un début de fait majoritaire qui peut se dessiner pour certains partis. C'est justement ce qui a permis à l'Allemagne de fonctionner avec l'alternance avec deux grands partis qu'on a vus tout à l'heure, le SDP, le Parti social-démocrate allemand, et la CDU, le Parti chrétien-démocrate, qui étaient avantagés par ce système de scrutin majoritaire et qui en même temps voyaient leurs résultats légèrement dilués avec
le vote proportionnel. Voilà, donc ils avaient tour à tour soit une majorité, soit une opposition, mais du coup, elle était à chaque fois relative. Ils devaient s'associer à d'autres partis pour obtenir la majorité absolue et donc être en mesure de pouvoir avoir un chancelier et qu'il résiste à la censure des députés. Maintenant qu'on a vu tout ça, hein, c'était sportif mais c'était nécessaire, on va faire un petit retour avec un article du Monde sur ce qu'il s'est passé dimanche, les leçons que l'on peut en tirer puisque le paysage politique allemand s'est largement reconfiguré. Outre la victoire des conservateurs, donc la CDU-CSU qui est largement arrivée en tête des élections ce dimanche, c'est le score inédit remporté par l'extrême droite qui a marqué les élections législatives allemandes du dimanche 23 février. Avec 20,8% des suffrages, Alternative pour l'Allemagne, donc Alternative für Deutschland, l'AfD, se hisse pour la première fois à la deuxième place du scrutin, devant les sociodémocrates du SPD à la tête de la coalition sortante, qui ne récolte que 16,4% des voix. Il me semble que la CDU-CSU a fait 28-29% des voix, donc du coup il y a eu un écart très large entre les deux. L'analyse géographique des résultats montre une Allemagne très nettement divisée sur la base de ses anciennes frontières. L'extrême droite est arrivée en tête dans la quasi-totalité des circonscriptions de l'ancienne Allemagne de l'Est, RDA, à l'exception de Berlin, de Weimar et de quelques villes, avec des scores dépassant parfois 40% des suffrages. Lors du précédent scrutin, en septembre 2021, les sociaux-démocrates y avaient remporté la majorité des sièges. Et surtout, et là ce qui est très inquiétant, c'est que l'extrême droite a doublé son score par rapport aux élections de 2021. En 2021, c'était 10 et quelques pourcents. Là, on est à presque 21% des suffrages. Donc c'est une montée très inquiétante de l'extrême droite en Allemagne. Comme en 2021, l'extrême droite ne remporte aucune circonscription dans l'ex-Allemagne de l'Ouest, RFA, où les chrétiens démocrates ont fait le plein de voix, en grignotant de nombreux bastions du SPD et en conservant leur fief de Bavière, où la CSU, l'Union chrétienne sociale, est en tête dans 46 circonscriptions. Donc je vous ai dit, hein, voilà, la CDU-CSU, avec cette particularité de la Bavière. Donc voilà la carte des résultats en 2025. Donc en noir, les démocrates chrétiens, ou chrétiens démocrates. En bleu, l'extrême droite. Et en rouge, les sociaux-démocrates. Voilà. Je crois qu'il y a un peu de vert, ouais, c'est ça, du côté de Stuttgart. Oui, alors par contre, moi je suis daltonien, donc est-ce qu'il y a du vert à Hambourg ? Ah oui, il y a un peu de vert à Hambourg. Voilà. Ah, il y en a un petit peu, ouais. Voilà. Pour le reste, peut-être que là, oui, c'est ça. Il y a d'autres endroits, on retrouve voilà, la gauche radicale, Die Linke, et les libéraux du FDP. Quoique je ne les vois pas sur cette carte. C'est peut-être dans des toutes petites circonscriptions. Oh, la carte de Berlin, elle est vraiment très colorée. Bref. Mais du coup, on voit vraiment le clivage entre RFA et RDA qui ressort avec les scores de l'extrême droite. Si on compare avec 2021, là où la gauche était arrivée largement en tête, vous voyez que l'Allemagne était grosso modo sur l'extrême droite était sur cette partie-là de l'Allemagne. Et donc, grosso modo, c'est la gauche qui s'est complètement effondrée au profit de l'extrême droite. La CDU-CSU a repris des couleurs globalement sur l'Allemagne de l'Ouest, et c'est l'extrême droite qui a raflé la mise sur l'Allemagne de l'Est. Voilà un petit peu les scores. Avec 208 élus, les conservateurs sont en position de force pour diriger la future coalition gouvernementale. Néanmoins, comme souvent dans le système allemand, ils ne pourront gouverner seuls, ne contrôlant que 33% des sièges du Bundestag. Et oui, c'est le principe de ce double système électoral qu'on a vu. Ayant exclu de s'allier avec l'AfD, 152 sièges, leur chef de file, Friedrich Merz, devra probablement s'appuyer sur le SPD pour rassembler une majorité au Parlement. Une alliance avec les Verts, 85 sièges, serait en effet insuffisante et ils ne pourront pas
compter sur les libéraux du FDP qui ont perdu toute représentation parlementaire faute d'avoir atteint le seuil des 5% nécessaires de voix. Et oui, parce qu'il y a une autre victime dans ces élections. La gauche s'est complètement effondrée, mais de l'autre côté, les libéraux n'existent plus au Bundestag. Ils ne sont pas représentés et donc il y a moins de partisans, moins de partis qui sont représentés dans ce nouveau Bundestag. Hop, pour vous montrer un petit peu voilà, la coloration politique. Donc on a globalement 2, 4, 5 groupes politiques qui sont représentés, avec donc la gauche radicale de Die Linke, la gauche du SPD, le centre-gauche avec les écologistes, la droite avec la CDU, CSU, et l'extrême droite avec l'AfD. Or, donc, je vous le rappelle, on l'a vu, pour pouvoir passer le vote de confiance, il y a besoin d'une majorité absolue au Bundestag. Et donc, comme c'est à la CDU-CSU de créer son alliance pour pouvoir diriger, eh bien, c'est la CDU-CSU qui doit négocier avec les autres partis. Comme on l'a vu, ils ont d'abord pensé au Parti des Verts, donc à l'Alliance 90 Die Grüne. Or, 85 sièges, vous le voyez, on monte à 293 sièges. Ce n'est pas suffisant pour former une majorité, donc on ne pourra pas compter sur une alliance avec les Verts. Là, et ce serait complètement inattendu, la CDU-CSU d'ailleurs a exprimé son intention d'aller vers un rapprochement avec le SPD, le Parti social-démocrate, qui, je vous le rappelle, depuis 1949, sont des grands ennemis. À chaque fois, c'est soit l'un, soit l'autre qui gagne les élections et qui s'associe avec les autres partis pour empêcher de faire appel à l'autre parti derrière. Or là, compte tenu de la représentation du Bundestag et le fait que tous les partis refusent de travailler avec l'extrême droite, eh bien du coup, pour la première fois, la CDU-CSU devrait travailler avec le PSD, le Parti social-démocrate, dans l'histoire de l'Allemagne. Voilà, puisque du coup, une alliance avec Die Linke, la gauche radicale, est absolument hors de propos avec une droite traditionnelle, chrétienne, démocratique, voilà, et que du coup les Verts, ça ne suffit pas. Donc l'alliance passera avec le Parti social-démocrate. Donc c'est complètement inattendu, mais pour les Allemands qui ont l'habitude de la négociation et de la coalition, c'est tout à fait naturel. Voilà, pour nous, on se dirait vraiment c'est le pire des deux mondes qui s'unit pour gouverner l'Allemagne. Nous, en France, on a longtemps eu ce discours de comment ça s'appelait déjà, l'UMPS, voilà, du temps de l'UMP et du PS. Mais en Allemagne, c'est quelque chose de naturel que de chercher la coalition, quand bien même on ne soit pas du même bord politique. En général, on cherche à aller voir les copains directement à gauche ou à droite dans l'hémicycle pour éviter d'aller voir à l'autre bout de l'hémicycle allemand. Mais là, du coup, force est de constater qu'il n'y a qu'avec la gauche et la droite que l'Allemagne pourra trouver un chancelier et être en mesure de gouverner. Le dernier renseignement du scrutin est le léger sursaut de la gauche radicale, donné par les sondages autour de 5%. Die Linke émarge finalement à 8,8% et comptera 64 représentants au Bundestag. Et voilà, et là, on a un graphique très intéressant qui permet de voir un petit peu les rapports de force au Bundestag au fur et à mesure de son histoire, donc depuis 1949. Voilà. Et donc, comme on a un nombre de sièges qui est tout le temps en variation au Bundestag, et bien du coup, c'est le meilleur moyen de représenter les équilibres de pouvoir. Voilà. Donc, en 1949, il y avait 410 sièges. En 1953, il y en avait 509, 519, etc. Et donc, on voit un petit peu les rapports de force. Voilà. Genre, par exemple, en 1976, ouais, voilà, c'était la droite qui était en majorité. D'ailleurs, je crois que la droite a été très longtemps en majorité. 36, ouais, 43, 37.
D'ailleurs, il faut savoir qu'avec le score de 33%, c'est le pire score de la CDU-CSU depuis 1949. Puisque vous voyez, son précédent historique, c'est 34,4 et à chaque fois, elle faisait mieux. Et là, elle est tombée à 33%, qui est le pire score de la CDU-CSU. Pareil pour le Parti social-démocrate, qui était à son score le plus faible à 33% et qui là se retrouve à 19%. Donc c'est les deux partis historiques de l'Allemagne sont en perte de vitesse, mais malgré tout, c'est la CDU-CSU qui reste quand même majoritaire malgré sa perte de vitesse électorale. Ah non, quoique, regardez, en 2021, il y avait pire encore comme score. Oui, puisque du coup, voilà, à 28%. Mais on voit un petit peu, voilà, le principe, on retrouve l'idée de... Il y a un fait majoritaire qui se dessine pour les deux grands partis qui ont chacun une large représentation au Bundestag, mais en même temps une représentation proportionnelle qui fait que les autres petits partis peuvent être représentés et deviennent des éléments pivots avec cette logique de coalition. Puisque quand la droite cherche une coalition, eh bien, elle va voir avec le FDP, les libéraux, et au pire les Verts si ça ne suffit pas. Et de l'autre côté, le PSD, le Parti social-démocrate, ira voir du côté des Verts, du FDP, et vraiment, si ça ne suffit pas, du côté de Die Linke, puisqu'il y a une véritable rupture entre la gauche et la gauche radicale, entre la gauche du PSD et la gauche radicale de Die Linke, il y a vraiment une ligne de rupture. Le PSD préfère les écologistes et le FDP pour travailler. Mais du coup, tout ça a changé avec la création en 2013 de l'AfD et donc ses premiers élus au Bundestag à compter de 2017. Donc 13% en 2017, 11% en 2021 et là, on a 24% en 2025, donc qui devient une force de plus en plus importante dans l'hémicycle allemand. Voilà. Donc voilà à peu près où est-ce que nous en sommes, une semaine après, puisque la formation du gouvernement allemand va prendre beaucoup de temps. C'est pas comme en France, enfin quoique, nous on a mis je sais pas combien de mois à avoir notre gouvernement, donc on peut parler. Mais en Allemagne, la formation du gouvernement prend très longtemps, puisqu'il y a toute la phase de négociation pour savoir qui est-ce qu'on invite, quelle politique on mène, quel programme on applique, qui est-ce qu'on se répartit dans les différents ministères, quels équilibres de pouvoir on fait, et donc est-ce qu'on arrive à une coalition ou pas. Si on n'arrive pas à une coalition, on recommence, on réessaye, et puis si au bout d'un moment, le parti majoritaire n'arrive pas à former de coalition, et bien là, le président annonce la dissolution de l'Assemblée nationale et le retour à de nouvelles élections pour clarifier la situation électorale. Donc nous sommes vraiment tout au début des tractations politiques pour former le nouveau gouvernement. Et comme je vous disais, il semblerait qu'on se dirige vers un gouvernement CDU-CSU et PSD, qui serait vraiment une grande première dans l'histoire du régime allemand. À voir ce que ça va donner, à voir quelles seront les lignes programmatiques qui sont retenues. En tout cas, voilà, ça permet de faire de la pédagogie, d'expliquer le système politique allemand, tout en revenant sur l'actualité. Voilà. Eh bien écoutez, on va s'arrêter là pour ce café normand, pour ce café normand sur le système politique allemand. J'espère que YouTube, tu auras appris des tas de choses. N'hésite pas justement à compléter ton commentaire initial, à me dire avec ce que tu savais déjà de base, qu'est-ce que tu as appris. Voilà, et comme ça promet d'être intéressant. Encore une fois, n'hésite pas à liker, à commenter, à t'abonner, à partager et à mettre la cloche. C'est très important et ça compte pour moi. Nous sommes sur le point, là, dans les prochaines heures, on va passer la barre des 100 abonnés. Donc c'est une aventure qui continue. Chaque abonné compte, donc n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez voir plus de contenu politique sur la chaîne. Voilà, allez, j'arrête là cette capsule. On se retrouve bientôt pour de prochaines aventures YouTube. Porte-toi bien.